L'opération que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une opération de restauration qui a été souhaitée par la ville de Paris. C'est donc une ancienne administration de la Maison des Canaux, du service des canaux, qui gérait en fait l'ensemble du bassin de la Villette, qui est un site qui est situé dans le nord-est parisien. Le bassin de la Villette est un grand bassin qui était dédié à la logistique de fret, puisqu'on était dans un quartier très industriel autrefois. Enfin, pas si autrefois, puisque ça a décliné dans les années 50 du XXe siècle. Et ça a battu son plein au début du siècle. Et c'était un grand port de fret et d'alimentation de l'ensemble de Paris. C'est aussi un point par lequel est acheminée l'eau potable pour beaucoup de Parisiens. C'est un quartier qui a été en grande mutation depuis plusieurs années, mais donc cette maison a été conservée, a abrité le service de gestionnaire des canaux, donc c'est un service de la ville de Paris pendant plusieurs années. Et puis il y a 5 ans maintenant, ils ont été relocalisés sur un autre site. Et elle a été confiée par la ville de Paris à un exploitant qui est une association qui s'appelle Les Canaux et qui fait la promotion de l'économie circulaire et solidaire. Et donc, ils font un travail de mise en relation de tous les acteurs du territoire. Il y a pas mal de ressources, d'événements en ligne aussi sur leur site, vous pourrez aller voir. Sur les questions plus du mobilier jusque-là, du textile, de la mode, donc tous les champs de l'activité humaine qui sont impactantes en termes de ressources et qui pourraient trouver solution, en tout cas limiter les impacts par l'accompagnement des acteurs qui soient institutionnels, privés, opérateurs. Et donc, c'est leur travail. Et puis, ils occupent cette maison depuis 5 ans. Ils avaient fait une première restauration sommaire des étages. Donc là, c'est la dimension fret. Vous voyez un peu plus le site et l'époque qui était dédiée à cette activité de fret. Donc là, la ville de Paris décide de lancer une grande restauration importante du lieu, puisqu'il n'était pas, le départ est venu plutôt des questions de confort au départ, déficit dans le chauffage, puisqu'ils étaient au fioul, ils étaient non isolés, donc en termes de performance et d'affichage par rapport à la vocation du lieu, on était loin des objectifs. Et donc, la ville de Paris décide de lancer un appel d'offres pour une conception-construction, donc une équipe composée de manière assez atypique pour cette échelle de travaux, que ce soit en surface et en budget, une équipe montée maîtrise d'œuvre et entreprise pour répondre à cet appel d'offres. Le cahier des charges, en fait, il y avait des enjeux pour mieux accueillir le public. Le rez-de-chaussée était très contraint structurellement, et donc il y avait nécessité de pouvoir ouvrir ce rez-de-chaussée à l'accueil de plus large public, et donc de faire un travail sur la structure. Et également la création d'une grande terrasse sur le quai que vous avez vu tout à l'heure pour également accueillir du public et également évidemment des objectifs de performance thermique, donc retravailler toute l'enveloppe du bâtiment et puis changer de mode de production. Il y avait donc ces enjeux d'hospitalité. La ville aussi avait mis des enjeux forts dans son cahier des charges quant à l'inclusion. C'est-à-dire l'inclusion, que ce soit dans la capacité d'accueil et d'aller au-delà de la réglementation pour les questions d'accessibilité, mais aussi, bien sûr, d'intégrer des entreprises dans la mise en œuvre des travaux, des entreprises d'insertion, et d'aller bien au-delà aussi de ces enjeux-là. Des enjeux pédagogiques aussi, de transmission pendant le chantier. C'était une mission qui nous était donnée aussi de pouvoir accueillir sur le public, sur le chantier, sur un chantier qui était voulu démonstrateur, différents types de publics, qui ce soit le grand public, et il a été effectivement présent, mais aussi les professionnels, aussi tous les agents de la ville,
Il se trouve qu'en interne, la ville a de très très nombreux agents impliqués dans tout ce qui est travaux, que ce soit ouvriers, cadres, etc. Et donc il y avait aussi l'idée de pouvoir accompagner l'ensemble de leurs agents vers ces transitions, accompagnés par la démonstration et par le faire. Des enjeux patrimoniaux. Dans le 19e arrondissement, on n'a pas beaucoup de patrimoine de qualité. Il se trouve qu'il y a une barrière de Ledoux qui est à proximité, sur la place Stalingrad à côté. Et donc, il y avait nécessité d'engagement vis-à-vis des architectes du bâtiment de France, une tenue par rapport à ces objectifs-là aussi. Donc la volonté d'avoir une grande salle polyvalente à rez-de-chaussée, ce qui n'était pas le cas. Là, c'est le plan projet. Il n'y avait pas de terrasse, une terrasse éphémère qui était construite chaque année en réemploi de matériaux, mais qui était vraiment plus de l'ordre de la construction en palette. Là, ils voulaient quelque chose de pérenne, donc c'était cet objectif-là. Majorité de l'intervention sur le rez-de-chaussée. Vous le verrez aussi, intervention sur les étages pour l'isolation. Les étages avaient déjà été redécorés et remis à un niveau de confort correct. Ces projets autour du réemploi de matériaux engagent souvent des questions de gouvernance partagée qui sont assez re-questionnées, puisque le fait de se mobiliser sur la ressource pour l'identifier sur le territoire nécessite que les différents acteurs du projet, maîtrise d'ouvrage, et là, en plus, on était en site occupé, donc exploitant, j'ai envie de dire. Et puis, toute l'équipe projet, donc les entreprises et tous les membres de l'équipe qui étaient chargés des études, s'impliquent dans le processus. Nous, on a ajouté des acteurs dans ce processus-là qui nous ont semblé nécessaires dans la mise en œuvre d'une petite économie comme ça, locale, d'idée de faire la démonstration qu'on pouvait avoir une économie locale de collaboration entre des acteurs qui étaient peut-être moins classiques et ouverts aux pratiques du réemploi pour pouvoir initier cette économie locale. Donc, l'avantage d'avoir ce marché de conception-construction qui était plutôt pensé par la ville initialement pour des raisons de chauffage et de maintenance, comme ça se fait un peu classiquement. Finalement, cet outil juridique s'est avéré très approprié à la pratique du réemploi, puisqu'on a pu, nous, maîtres d'œuvre, concevoir avec les artisans, différents artisans, les embarquer avec nous dès le moment des études et co-concevoir les ouvrages ensemble pour pouvoir être le plus adapté à la fois aux contraintes de la ressource, chercher ensemble la ressource aussi, partir à la recherche de ces matériaux qui auraient été nécessaires. Et nous, maîtres d'œuvre, faire la synthèse entre les savoir-faire des artisans, leur capacité à transformer la matière et à la remettre en œuvre. Et ce travail s'est fait en dialogue constant avec le bureau de contrôle qui a été nommé aussi très en amont par la ville, enfin comme ça se fait assez couramment, mais là donc dès le tout début des études, et qui était impliqué, donc c'était l'APAV, qui est un acteur très important du processus et avec lequel auquel il a été confié une mission plus dans le sens où il n'avait pas, disons qu'il avait tout le temps nécessaire en fait dans sa mission. Donc c'est vraiment une question de rétribution pour le coup, de temps et de disponibilité à nos questions, nos interrogations dans le travail d'administration de preuve que les solutions qu'on proposait en réemploi étaient réglementaires et adaptées de tout point de vue, que ce soit pour la sécurité incendie, la solidité, la santé, etc. Donc toutes les démonstrations étaient faites en cours de chantier, en cours de conception, étaient mis à l'épreuve pour aller de manière itérative vers des solutions très sécurisées sur l'ensemble. Une histoire de territoire, je vous le disais, donc on est on est dans un périmètre de 30 km pour tous les acteurs du projet et de même la ressource. On n'est pas allé plus loin finalement. On est à 65% d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire,
que ce soit dans la maîtrise d'œuvre, puisqu'il y a plusieurs scopes dans la maîtrise d'œuvre, et puis des entreprises d'insertion telles que Travail et Vie, entreprises d'insertion, et puis Apishbat, coopérative d'insertion aussi, qui étaient des acteurs importants du projet. On a ciblé donc tous les sujets qui pourraient relever donc de cette expérimentation. Je précise quand même qu'il s'agit donc d'un démonstrateur et d'une volonté de pousser les curseurs très loin et qu'il n'y a pas évidemment d'incitation à mettre en œuvre sur chaque opération autant de sujets. Mais là, c'était l'exercice qui était proposé et les moyens qui étaient donnés par la maîtrise d'ouvrage pour aller au bout de ce processus. Mais je déconseille évidemment d'aller directement sur autant de sujets. Donc, la volonté de pouvoir toucher à des typologies d'ouvrages assez différents, vous allez le voir. Donc là, vous en voyez quelques exemples. Et la mise en place aussi d'une gestion des déchets très attentive, la mise en place aussi d'une logique territoriale avec des partenariats avec Sequano, avec Est Ensemble, là par exemple pour la récupération de poutres métalliques, donc des sujets structurels, ce qui est peut-être un des grands sujets d'innovation du sujet, pour lequel on a été accompagné par Bellastock, que vous connaissez peut-être, une association qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le réemploi et qui a inclus cette démarche-là sur la récupération de poutres en vue d'en faire la structure de la terrasse. L'ont inclus dans la convention FCRBE que je vous invite à aller voir. C'est un dispositif européen qui a réuni plusieurs acteurs reconnus du réemploi sur plusieurs pays et qui ont ensemble mis au point des outils tout à fait opérationnels. Donc vous avez des fiches matériaux, des cartographies pour trouver les acteurs. Je vous invite vivement à aller voir ce site, ça donne plein d'outils pour se lancer dans la pratique. Une gestion des déchets aussi rigoureusement mis en place avec un stockage aussi qu'on a voulu pouvoir montrer au public et ça c'est vrai que ça a été un moment d'interaction très fort avec les promeneurs parce qu'il y a beaucoup de promeneurs sur cette et donc beaucoup de questionnements sur voilà une fois que les matériaux étaient déposés, vous voyez ici l'exemple des pierres puisqu'on a pas mal démoli des murs importants porteurs à l'intérieur du rez-de-chaussée et leur stockage et leur visibilité. Et comme on en avait réemploi sur le site, la visibilité et pour les passants qui passaient régulièrement d'ailleurs, posaient beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, une vive attention du grand public. Et donc, on est ici à 97% de valorisation matière. Alors, bien sûr, pas tout sur le site. On a essayé de maximiser le réemploi in situ, mais il y a bien sûr une attention qui a été portée sur les filières d'exutoires avec des vrais partenariats et une vérification de la sincérité aussi des filières annoncées et du taux de recyclage et de la qualité du recyclage des matériaux. Et donc, avec la mise en place de ce qu'on appelle un schéma d'organisation et de gestion des déchets, qui est un outil de suivi indispensable pour l'ex-situ, l'in situ des déchets, que ce soit pour le réemploi, et qui est un outil de marquage très obligatoire et très efficace et qui est utile aussi après pour la rédaction et la restitution de l'analyse du cycle de vie. Un travail de déconstruction attentive, on ne démolit plus, on essaye de garder au maximum l'intégrité des matériaux. Donc une attention, une mission qui a été confiée à l'entreprise d'insertion Travail et Vie, qui était aussi en charge de toute la logistique de chantier. Donc à aller chercher, elle avait cette mission d'aller faire cheminer. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait des problématiques de logistique sur les matériaux. Donc la capacité à faire des micro-stocks sur le site même, à organiser le passage des matériaux d'un site à l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, puisqu'il y avait un acteur dédié à ça, a bien fonctionné sur le site, mais aussi des savoir-faire dans la dépose soignée pour pouvoir préserver l'intégrité des matériaux et assurer leur réemploi dans les meilleures conditions.
Ensuite, je vais vous exposer l'approche qu'on a eue qui était plutôt par métier, et par grand champ, par lot finalement. Et là, donc, c'est le travail qui a été fait sur la charpente. Donc là, avec General Metal Édition, qui est un acteur charpentier métallique et serrurier très engagé sur la question en Île-de-France, avec lequel nous avions déjà eu des partenariats. Et donc ça, c'est les poutres qui ont été remployées donc sur le site dont je vous parlais, un hangar qui est à quelques distances au-dessus du canal, à proximité, et qui a été remis en œuvre, transformé, donc qui est passé du chantier initial à l'atelier par les bons soins de l'entreprise d'insertion qui a fait le transport à l'atelier de General Metal qui en a fait la transformation et la pose ensuite sur le chantier pour créer la structure de support. Donc c'est la partie qui est support du platelage ici. Une collaboration, donc la mise en relation des réunions menées avec les assurances de la maîtrise d'ouvrage, les assurances des entreprises pour traiter fondamentalement ce sujet. Particulièrement, on ne l'a pas fait sur l'ensemble des sujets, ce processus plus approfondi. Euh, et puis l'assurance, donc les différentes assurances des parties prenantes, les bureaux d'études de notre équipe, nous-mêmes bien sûr, l'entreprise, le bureau de contrôle, voilà. Et donc l'ensemble de ces personnes autour de la table a permis de conclure que le surdimensionnement des poutres d'origine, leur nouvelle destination, le bon état d'origine et la date de construction permettaient de garantir que les alliages étaient encore adaptés aux charges qu'on exigeait d'eux aujourd'hui et que le dimensionnement permettait de rassurer tout le monde et le surdimensionnement, d'aller vers la solution en toute sécurité, si bien qu'il n'y a pas eu de surprime d'assurance, il n'y a pas eu d'assurance supplémentaire. Et finalement, on est resté dans le cadre des savoir-faire qui ont pu s'exprimer et qui ont prévalu et des examens et des analyses, sans analyse de laboratoire là non plus, qui ont permis de garantir cette mise en œuvre et au bureau de contrôle de pouvoir accorder sa mise en œuvre. Sur les cornières qui sont au-dessus, enfin les poutres, c'est des cornières déclassées, donc issues de l'industrie qui ne trouvaient pas preneur parce qu'il y avait des défauts de dimensionnement et qui ont été remis en œuvre par boulonnage, par General Metal et pour reprendre le vocabulaire des poutres du cinéma qui sont d'anciens hangars sur le quai même. Le champ de la maçonnerie aussi, il y avait eu plusieurs expérimentations. Donc là, on a récupéré, on avait besoin pour la terrasse de faire, que vous avez vu, un soubassement en pierre parce que c'est ce qui résiste le mieux dans l'espace public. Et puis, la volonté aussi d'expérimenter une technique qui était déconstructible, dans la technique de la pierre sèche, qu'on a expérimenté ici en faisant venir Yvan Delahaye, qui est de l'école de la pierre sèche, qui vient d'Ardèche et qui est murailler pierre sèche et qui a fait l'encadrement de l'entreprise d'insertion pour remettre en œuvre un gisement hétérogène, donc en partie des pierres qui venaient du site, de la démolition même des murs porteurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été remis sous la terrasse en remplissage, parce qu'on a affaire à des pierres calcaires qui ne pouvaient pas être mis en situation d'intempérie. Mais qui servait très bien au remplissage, des gravats, même on servait à ce remplissage des murs en pierre sèche. Donc on a fait des rampes, on a fait des escaliers avec ça, je vais vous montrer. Et surtout, la ville de Paris nous a mis à disposition un site qui est à Bonneuil, donc un jet de pierre, si j'ose dire, et qui est la plateforme sur laquelle ils stockent les flux qui vont servir, qui sont à l'achat et qu'ils achètent aux carrières, pardon, et qui sont remis en œuvre dans les voiries, les places, les trottoirs, etc. Mais ils ont une partie de retour aussi, de rebut finalement, qui sont déconstruits des places et fort heureusement ils les gardent sur une annexe, mais ils ne savent pas trop quoi en faire et donc on les a remis en œuvre sur des murs en pierre sèche. Donc là, c'était l'occasion de faire un chantier très démonstrateur, donc sans ciment, sans liant, déjà se préserver d'utiliser cette ressource qui a l'impact qu'on connaît, et puis en même temps de garantir la déconstructibilité du mur. Il y a juste un peu de chaud parce qu'on est en milieu urbain qui a été utilisé pour sceller les dernières pierres,
mais c'est l'essentiel. Là, vous voyez des ouvriers de la ville de Paris, donc maçons professionnels qui sont venus participer au chantier et apprendre un peu plus de cette technique. Il y a eu donc des bénévoles, architectes, et puis surtout, bien sûr, dans le long terme, l'entreprise d'insertion qui a assuré la mise en œuvre de ce mur d'une vingtaine de mètres et des rampes. Et vous voyez le travail sur le sol aussi. On arrive avec un travail joint au sable. Vous voyez qu'on est sur lit de sable qui a été trouvé aussi sur le site hein, à l'intérieur. Donc les ouvrages, je vous montre rapidement. Un travail aussi de récupération d'une autre source, des marches issues d'un logement social. Seine-Saint-Denis Habitat, donc là on est à Romainville, tout près aussi du site, qui ont été déposées par l'entreprise, donc des marches en granito, qui ont été nettoyées et remises en œuvre ensuite sur le site pour faire des sols. Ici une autre expérimentation, des dalles issues là du chantier Porte-Maillot pour la création du Grand Paris Express. Du Nouvelle Gare et donc il y avait des dépôts de dalles de sol, de dalles pardon, de dalles de béton qui ont été retravaillés par des marbriers. Donc ça, c'est Bego, c'est quelqu'un qui développe un produit autour du réemploi. C'est encore une autre approche et qui développe des dalles de béton qui sont retravaillées. Ensuite, il y a eu un travail de vernissage et de polissage qui fait qu'on a une très belle matière. Là, on était sur un parquet qui était défoncé en son centre. Donc, il y a cette idée aussi de conserver le maximum et essayer de trouver des rustines esthétiques, en fait, et d'aller, trouver des solutions. C'est une salle à manger. En plus, on avait besoin que ce soit nettoyable facilement, plus facilement qu'un parquet. Donc, voilà, un ensemble de logiques qui viennent se croiser, une stratégie qui est mise en place en dialogue, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et artisan et exploitant là en l'occurrence. Tout un travail aussi autour de la plâtrerie. On a fait un essai au feu au CSTB parce qu'on souhaitait avoir une paroi entièrement bio et géosourcée. Et donc, la source plâtre en Île-de-France et à Paris est historiquement présente. Et le plâtre demande peu d'énergie par rapport à d'autres matériaux en transformation. Le plâtre traditionnel, donc on a été accompagné par d'autres spécialistes. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire du biosourcé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, c'est un petit peu long. Mais en tout cas, de pouvoir avoir un matériau biosourcé protégé au feu par le plâtre sur l'atibois. Donc, réhabiliter une technique ancienne, parce que la réglementation ne permettait d'avoir du plâtre que sur du lati métallique. Et on souhaitait avoir une paroi totalement, j'y reviendrai après. Donc ça, c'est l'usine de plâtre, qui est l'usine Vieuxot, qui fournit qui fait beaucoup de recherches avec l'ensemble de l'écosystème de l'éco-construction en Île-de-France et donc les essais au feu qui ont été faits, puis là la mise en œuvre sur le site sur Latibois. Là, vous voyez la construction du Latibois, là aussi des lames de réemploi qui viennent de différentes sources, parquets qui ont été, donc c'est des classements de bois spécifiques. Je vais passer un peu vite. Un travail aussi sur la tapisserie parce qu'il nous semble que toutes les membranes qu'on trouve dans les déchets aujourd'hui, qu'elles soient plastiques, souvent plastiques, issues voilà, de l'industrie chimique qui produit des sols, et donc des moquettes, des bâches, tout ça, peuvent être une source qui trouve un euro-réemploi dans différentes applications. Là, par exemple, à l'étage, on a eu une autre stratégie d'isolation qui a consisté à récupérer d'un hangar de Tati qui était démonté de la laine minérale, en fait, qui n'était pas de la laine minérale qui était mise en façade, qui, elle, souvent vieillit très mal et ne peut pas être employée. C'est quand même pas un matériau de qualité, qui a une durabilité pas si grande. Et donc, celle-ci a été récupérée dans des cloisons pour leur fonction acoustique et qu'on a multiplié en épaisseur pour atteindre les performances que l'on souhaitait. Donc là, il y a 3 épaisseurs. Elles ont été remises en œuvre avec un système de petites échelles en bois et ces échelles en bois ont permis d'être le support, en mettant un pare-vapeur, le support de moquettes qui ont été remis en œuvre, enfin fabriquées en atelier et cousues en atelier par les Résilientes Emmaüs, qui est une entreprise
d'insertion aussi autour de la couture, alors qu'ils faisaient plutôt du textile pour faire des coussins, des accessoires, etc., plus liés à la maison ou à la mode, et auquel on a proposé de venir sur le sujet, un peu dans l'inspiration de remettre au goût du jour la tapisserie. Et donc, elles ont fait ce travail aussi esthétique de surpiquage avec une transformation assez simple. La dimension esthétique était très importante pour les occupants, pour nous-mêmes. La nécessité de rendre désirable aussi cette pratique était très présente pour tous. Un travail des résilientes aussi sur des voiles d'ombrage réutilisés, s'attaquer en fait à des stocks et des flux qui sont les plus massifs. Par exemple, ils ont une quantité industrielle de vieux voilages qui leur arrivent et comment retrouver une destination plus noble dans nos ouvrages. Elles ont aussi un travail créatif qui a été fait pour créer ces cloisons amovibles qu'on a conçues donc avec General Metal, le serrurier que vous avez vu tout à l'heure, pour avec des manivelles monter et descendre des cloisons. On avait donc dans la salle principale du rez-de-chaussée fait tomber les murs, mais en même temps, eh bien, comme c'est un lieu à forte intensité sociale et de rencontres, il y a nécessité de pouvoir isoler un petit groupe. Alors, l'isolation acoustique n'est pas complète, mais ça permet considérablement d'atténuer entre deux pièces le bruit et d'avoir plusieurs petits groupes de travail dans cette grande pièce. Et donc, elles ont fait ce très très beau travail de tapisserie avec un isolant intérieur. Et puis, donc, il y a eu ce travail pour pouvoir mettre tout le mécanisme de remontée qui a été beaucoup inspiré de l'univers du spectacle, puisqu'ils sont très forts en levée de rideau, évidemment. Voilà. En ce qui concerne aussi tout ce qui est lien, tout ce qui est membrane, on a fait un travail aussi avec du papier sulfurisé aussi pour cacher certains éléments. On est en ventilation naturelle, je ne vais pas pouvoir développer ventilation naturelle double flux, donc on avait des échangeurs très très présents dans la pièce. Donc ça c'est un travail qu'on a fait avec Switch et donc la nécessité de masquer, mais de visiter aussi ces éléments, donc essayer d'explorer d'autres matériaux pour faire les faux plafonds. Donc là, en l'occurrence, du papier sulfurisé avec un artiste qui travaille ce matériau, mais ça a été travaillé par l'entreprise d'insertion Travail et Vie aussi. Travail et Vie aussi qui a été accompagné par une designeuse en macramé pour faire des grilles. On ne voulait pas non plus faire une cage de cette terrasse, mais il fallait pouvoir la fermer le soir. Donc ces grands portails qui s'ouvrent intégralement quand on accueille le public, mais lorsqu'ils sont fermés, ils sont fermés. Et donc un travail de macramé avec des cordes, on essaye de trouver dans notre environnement urbain où est la mine. Et là, on avait un EPI finalement de grande qualité, très solide, qui sont les cordes d'escalade. C'est une grande mode, je ne sais pas si c'est pareil à Strasbourg, mais à Paris, les salles s'ouvrent énormément et donc il y a beaucoup d'applications, pardon, nécessité de gros renouvellement de ces cordes et donc du don possible. Et donc on a récupéré ça avec un travail aussi très rapide de mise en œuvre en macramé. Des stores aussi qu'on a travaillé avec de la toile de montgolfière. Vous voyez que c'est aussi pour ouvrir les champs, de se dire en fait, si on regarde bien du déchet de qualité, il y en a partout. Et donc voilà, un travail avec une entreprise qui faisait des poufs avec ces toiles de montgolfière et l'idée de rendre le service de protection. Toute la grande façade est au plein sud et donc la nécessité de refaire ces stores. Sur le mécanisme, on est sur du neuf, mais sur la toile, on voulait faire cette expérimentation. Donc travail de couture, on a plein de couleurs en plus. C'était assez beau. Nécessité de protéger aussi la pergola. Donc là aussi, travailler avec le textile de montgolfière sur des choses amovibles pour pouvoir accueillir des gens sur cette terrasse qui, nous, est très cuisante. Un gros travail sur ce matériau qui est le matériau aujourd'hui le plus évident et le plus facile et sur lequel j'invite tout le monde à aller pour s'essayer et pour aller tranquillement vers la démarche, l'intégrer dans ses pratiques, la menuiserie, le bois qui est pléthorique en réemploi. Nous, on a plusieurs sources, que ce soit sur les diagnostics, que ce soit sur des plateformes, que ce soit sur des différentes sources. On a, là, vous voyez, c'est une copro à côté du chantier qui déposait ses portes de cave. On en a fait l'enceinte du chantier et puis ça a été l'occasion de faire une fresque dessus.
Toutes les portes sur place ont été déposées, remises en état et reposées, un peu complétées, mais assez peu finalement. Et puis tous les équipements ont été sourcés chez Reavi, qui est une plateforme fournisseuse sur notre site. Toutes les protections de chantier de sol, qui est un sujet quand même assez récurrent finalement dans les pratiques, mais aussi également tous les soubassements et puis les menuiseries d'agencement aussi viennent d'un gisement qui est un don de la Fashion Week de l'année précédente. LVMH, pour ne pas le nommer, parce que je crois qu'il ne veut pas être trop nommé, qui utilise des plaques en MDF pour un décor, pour une soirée, pour un défilé, et puis qui n'en a plus emploi, et donc qui le propose au réseau. Et donc, on a des épaisseurs qui sont adaptées à un usage très technique, là, puisqu'on avait nécessité de couper au feu avec l'isolant qui était derrière, et l'épaisseur était adaptée et a été validée par le bureau de contrôle, moyennant un petit travail sur la jonction entre les éléments. Et donc, on voit qu'on peut avoir aussi des objets très techniques dans un flux un peu récurrent, parce que la Fashion Week, je ne vous l'apprends pas, il y en a tous les, je sais plus, au moins 2 ans. Donc voilà, c'est une source récurrente. Euh, Ensuite, le travail sur les fenêtres aussi. Avec Switch, l'idée aussi on travaille la performance, bien sûr, on atteint des belles performances sur les fenêtres. Est-ce qu'on remplace vraiment tout? Et donc, on a fait un travail sur la performance de l'enveloppe, la qualité de l'étanchéité générale pour quand on pouvait conserver des fenêtres qui étaient en double vitrage. Donc on a conservé toutes les fenêtres qui étaient en double vitrage et puisqu'on a par contre dû remplacer complètement 3 fenêtres neuves, puisque de fenêtres, elles devenaient porte-fenêtres. Donc là, c'était Menuiserie David qui ont fourni en neuf, totalement neuf. C'est d'ailleurs le dernier produit qui est arrivé, parce en situation de pénurie Covid, c'était ce qu'on a attendu le plus longtemps et pas les matériaux de réemploi, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On crânait un peu à ce moment-là, je vous avoue. Et donc, les doubles vitrages qui étaient au droit de ces portes-fenêtres ont été replacés aux endroits où on avait des simples vitrages. Donc, il n'y a pas eu d'autres achats de fenêtres neuves. Voilà, ça c'est une complicité du maçon aussi, qui travaille les allèges, qui travaille les assises, etc., pour pouvoir remettre en œuvre correctement donc cette coordination menuisier-maçon. Travail sur les parquets, plus classique, mais finalement, voilà, plusieurs sources. Le parquet est aussi une pratique qui ne s'est pas perdue dans le réemploi. On en trouve chez des revendeurs. Ne pas négliger les revendeurs, c'est franchement une source y compris les revendeurs traditionnels. Je vous invite à aller voir le site Opalis que vous connaissez peut-être et qui cartographie ces revendeurs justement sur l'ensemble du territoire français et donc très probablement dans votre région aussi. Donc des revendeurs de carreaux, voilà, spécialisés souvent. Et là, sur le parquet, là, il se trouve que c'est du don, enfin, ça provient de d'autres chantiers de la ville de Paris. Donc, on trouve des synergies aussi quand on est à l'échelle, bien sûr, d'une métropole, mais aussi d'un bailleur, etc., de chantier à chantier. À condition, bien sûr, de se donner les moyens, on pourrait y revenir, du stockage temporaire. Ici, ça ne s'est pas posé. On est allé de chantier à chantier sur celui-ci. Donc, effectivement, le bois de réemploi, là, ça vient donc de parquet qui a été transformé et puis de caisses marines, de transport marin, donc qui étaient à la bonne classe de bois, qui ont été en exotique. Donc, voilà, ces 2 sources, chêne exotique, où il nous fallait de la classe 3 pour faire le lati. Tous les supports en petites échelles pour du réemploi de cache radiateur qui était là à l'origine et qu'on a transformé en faux plafond pour les transformer en luminaires pour les circulations. Un travail aussi de réemploi de portes d'un bailleur social d'une HBM des années 30, donc 200 portes qui sont déposées d'un coup, démantelées sur le chantier d'insertion de l'atelier rare. Vous voyez là tout le monde à l'œuvre sur le démantèlement. Et puis transformé en lattes, donc le cadre en lattes qui ont servi au platelage de la terrasse
l'ensemble de la terrasse, puisque nous cherchions du chêne et qui ont servi aussi à faire des petites coutures par endroits. Bon, là, on est hors cadre économique, ça n'a plus, mais pour refaire de la mosaïque qu'on avait au sol, la couture avec des éléments de bois, bon, pour dire aussi qu'on peut faire aussi des éléments poétiques. Donc là, bon, bien sûr, avec des joints au plâtre, c'est une expérimentation sur un tout petit périmètre. Et les plaintes, donc là aussi, qui ont été faites avec les remplissages de ces portes, donc le contreplaqué d'origine, qui ont été mis en œuvre pour servir de plainte sur l'ensemble du bâtiment. Le reste des éléments étaient transformés donc après leur démantèlement, ont été amenés dans un autre atelier à travers fil et transformés pour créer le treillage. Vous ne voulez pas qu'il y ait de barrière non plus partout entre le quai et la terrasse. Et donc, créer ce treillage qui est lui aussi totalement démontable avec ces systèmes. On peut même entretenir une partie, la démontabilité est toujours au cœur de la démarche. Une réflexion sur le bois dans l'espace public. Et puis, des éléments, vous le voyez, les tenons, les mortaises, les trous de mortaise qui sont apparents sur le platelage comme sur ce treillage et qui viennent faire des motifs eux aussi. Donc voilà, ces éléments qui surplombent. Vous voyez le portail ouvert dont je vous parlais tout à l'heure. Un travail sur la gestion de l'eau, de la ressource. On avait une terrasse surélevée, donc on a pu mettre une bâche sous alors elle neuve, mais je crois que ça se trouve en réemploi, mais on n'est pas allé jusque-là. Et une récupération des eaux de pluie avec un processus assez simple pour l'arrosage et pour le nettoyage des extérieurs et puis l'alimentation des toilettes de l'ensemble du bâtiment, enfin jusqu'au premier étage. Une micro-sous-station, c'est pas un dispositif compliqué, vous voyez là en petits éléments. Voilà le résultat de la terrasse avec tous les ouvrages dont je vous ai parlé, son intégration. Et j'ai fini. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette très belle présentation qui donne vraiment envie. On voit pas mal d'exemples d'upcycling. Mm. Alors, je vois dans le chat qu'il n'y a pas encore de questions, mais n'hésitez pas à prendre la parole et je vais profiter, vu que j'ai déjà la parole, pour poser quelques-unes. Une première par rapport plutôt à l'opération, au montage de l'opération. Si le fait que ça soit en concours conception-réalisation, ça a pu faciliter l'intégration du réemploi ou pas? Et selon votre expérience sur d'autres opérations, quel est le format ou le montage le plus adapté? Alors, je vous avoue qu'il faut, parce que l'opération elle a été livrée il n'y a pas si longtemps, on était en mars, là on a fait les bilans ACV, on a donc pu voilà, faire un très bon bilan, on est content, on voulait le faire de manière hyper rigoureuse et dans le micro-détail, donc ça c'est Isabelle Lardin à la ville de Paris qui est en charge de l'économie circulaire, qui a accompagné l'ensemble de l'opération, elle est à la direction du logement. Qui a fait ce travail minutieux avec nous. Et puis, et donc sur le dispositif marché, alors ça a beaucoup d'avantages, j'en parlais tout à l'heure sur cette dimension de co-conception et cette possibilité aussi de maîtrise d'œuvre et artisan d'identifier la matière au plus tôt et de la sécuriser au plus tôt. C'est-à-dire qu'on conçoit vraiment en fonction de la ressource. Du coup, ce n'est plus, enfin, c'est ce qu'implique le réemploi, mais plutôt que de fantasmer une ressource qu'on n'aurait pas, on part de la ressource, on part du besoin et on essaye ensemble, maîtrise d'œuvre, donc avec nos bureaux d'études, et artisans, de le faire advenir. Là où c'est intéressant, c'est que la notion de transformation locale est beaucoup plus prégnante pour le réemploi. C'est vrai de beaucoup de matériaux, mais de beaucoup de pratiques sans réemploi. Mais c'est beaucoup plus prégnant et donc les outils qui vont être là à disposition, il ne faut pas avoir à aller chercher des compétences extraordinaires. Les outils et les compétences qui sont là sur un territoire proche doivent pouvoir être mis à profit. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce dialogue fort entre maîtrise d'œuvre et artisan.
Mais ça n'est pas un prérequis. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a fait des opérations où le réemploi s'est bien passé aussi, où on était dans des marchés classiques. Nous trouvons que c'est un outil, si on veut pousser le curseur aussi loin, commode. Après, il y a d'autres pratiques qui consistent à faire le fameux lot zéro, qui a été expérimenté sur plusieurs opérations de réemploi ambitieuses. Ça consiste à confier en fait à un lot la transformation des matériaux et à porter lui-même la question assurantielle et à donner à pied d'œuvre en fait aux entreprises poseuses à confier les matériaux qui vont être mis en œuvre. Donc, par exemple, elles vont s'assurer qu'un toilette, alors là, on n'est pas dans la transformation, mais on est dans le réemploi tout de même, qu'un toilette va être non fuyard, ils vont faire les tests eux-mêmes et ils vont confier un matériau et en assurer eux-mêmes la garantie comme le ferait un fabricant. Et donc ça permet, alors ça peut être quelqu'un qui a un atelier sur le site même, un atelier, la presse, c'est très contextuel, hein, il faut inventer. C'est pour ça que c'est important que chacun s'empare du sujet et selon son écosystème local, que ce soit en maîtrise d'ouvrage, que ce soit en maîtrise d'œuvre, voilà, ces partenariats sur le territoire. Chacun s'empare de ce qui va le plus doucement et avec le moins de heures s'intégrer dans sa propre pratique. Voilà. Il ne s'agit pas de faire Très bien. une énorme révolution, mais plutôt d'être très intégré. Donc il y a différentes options, mais c'est vrai que celle-ci est encourageante. Le seul défaut, c'est que vous devez, au moment du montage de l'équipe, être assuré des compétences dont vous aurez besoin. Or, vous êtes à peine en esquisse, voire en esquisse, en APS, et bien d'autres compétences vont être nécessaires. Donc à ce moment-là, il faut faire appel à sous-traitance pour ça complexifie un peu la suite. C'est perfectible, je pense, mais voilà. Merci beaucoup. La deuxième question concerne plutôt les acteurs et leur rôle. Si j'ai bien compris, il y avait un rôle il y avait une mission de gestion des mini-stockages, des flux entre les différents acteurs. Donc, elle a été attribuée à un acteur ou à plusieurs. Comment elle a été mise en place ou formalisée. J'ajoute une question qui vient dans le chat. S'il y a eu, par rapport au contrôleur technique, s'il y a eu la possibilité de le choisir avec une spécificité, l'expérience en réemploi. Eh bien, en fait, ce qu'on a fait sur la gestion des déchets, la préparation, donc on a fait un petit peu ce lot zéro, si vous voulez, pas littéralement comme ça a été fait sur la halle Colombelle, où c'était littéralement un lot zéro avec le principe assurantiel. Nous, ce qu'on a fait, d'abord parce qu'on veut donner un maximum de place aux entreprises d'insertion et qu'on pense que c'est là qu'elles peuvent apporter une vraie plus-value, on a créé un lot dédié à l'installation de chantier, la logistique, la gestion du site et à la préparation des matériaux. Donc, on avait provisionné un certain nombre de trajets avec de la location de véhicules adaptés si besoin. Pour l'opération avec une clause disant que si on allait au-delà, mais on avait provisionné, on ne s'est pas trop trompé. Pour pouvoir disposer de conducteurs et de véhicules adaptés pour avoir la possibilité de faire les flux de matériaux sur le territoire, d'ateliers, de sites, d'aller chercher, parce que des fois, il faut aller un peu vite parce qu'on vous signale un gisement de qualité et avant qu'il disparaisse, il faut être réactif. Voilà. Et en même temps, ils avaient la capacité de dépose, c'est-à-dire que si on les envoyait sur un site, ils étaient capables de déposer aussi, de faire des opérations de dépose de matériaux. Alors, c'est pas des compétences extraordinaires, mais disons je dirais presque plus une posture
c'est-à-dire une attention donnée à la matière pour la préserver quand on la dépose, et de la méthodologie. On retrouve pas mal de ces méthodologies aussi sur le site d'FCRBE par catégorie de matériaux. Je vous invite à aller voir. Voilà, des précautions à prendre, des outils adaptés, des gestes. Et donc, c'est vrai que voilà, le savoir pour déconstruire se grandit. Et, euh, et donc, c'est cette tâche aussi qui était confiée. L'avantage de leur confier aussi l'installation de chantier, c'est que donc ils avaient la gestion des déchets en propre. Et puis, donc, tous les entrants, les sortants, c'est eux qui amenaient aux exutoires. Donc, ils avaient toute la gestion des déchets. Et c'est eux qui ont rédigé le SOGED aussi. Donc, toutes ces tâches leur ont été confiées. Et c'est vrai que du coup, il y a eu un bilan sur le déchet qui était rigoureux. C'est souvent un lot qui est difficile à gérer, la gestion des déchets. Et donc voilà, ça a garanti ça. Et puis ils ont fait aussi, on avait installé un bungalow vitré dans lequel il y a eu de la préparation de matériaux. Il y a les éléments en papier qui ont été fabriqués, du coup, qui étaient donnés à voir aussi, parce qu'on incite beaucoup à donner à voir ces chantiers de réemploi parce ils sont une vitrine intéressante aussi. On a tendance à cacher nos chantiers comme si on faisait tous des trucs très sales derrière. Mais c'est intéressant pour tout le monde de voir comment se fabrique la ville. Donc, et c'est des chantiers généralement qui sont parlants aussi pour un public élargi. On parle beaucoup de concertation, mais peut-être concerner les gens aussi dans la façon dont leur environnement est fabriqué. Merci beaucoup. Dans la continuité, il y a deux questions dans le chat Ah qui oui, sur le concernent bureau de les contrôle, entreprises. Ouais. j'ai pas Ah oui, répondu oui, sur le pardon, bureau de celle-là contrôle, aussi. pardon, je suis trop longue. Juste, Pas de souci. donc, c'était la PAV. Nous, on l'avait déjà identifié sur plusieurs opérations. Ils se sont spécialisés sur l'éco-construction et de plus en plus là sur le réemploi maintenant. Et donc, ils ont un département. Il y en a d'autres, hein. Il y a pas que. Il y a BTP Consultant qui s'est aussi qui a aussi créé une branche. Et il y a Alp Control aussi qui a créé une branche. Donc, ils vont tous y venir petit à petit. Ils se forment tous. Ils voient bien que les choses tournent et que les assureurs, c'est pareil. Les choses évoluent très vite et je pense favorablement dans les années à venir. Moi, je suis très confiante que les choses évoluent et que la question assurantielle rentre vraiment sur un second plan. Pour l'instant, c'est souvent ce qui est beaucoup mis en avant et moi, j'invite plutôt voilà, pour l'avoir expérimenté et mes collègues qui l'ont beaucoup expérimenté, les maîtrises d'ouvrage qui l'ont expérimenté, leur retour à toutes, c'est qu'on lève ces sujets. Voilà. Les sujets les plus complexes, finalement, restent la question de la logistique, des plateformes de stockage temporaire, le fait d'attendre de la matière, de faire marcher, voilà, qui sont levés aussi, mais voilà, qui impactent davantage les calendriers si c'est pas pris très en amont. Mais ces questions assurantielles, on en vient à bout et surtout dans un dialogue fructueux avec un bureau de contrôle, la condition étant que la maîtrise d'ouvrage doit donner une bonne mission au bureau de contrôle, pas la mission de base, parce que ça, effectivement, ils n'ont pas le temps d'étudier, ils n'ont pas le temps de se mettre dans la peau de l'évaluation des risques, en fait, réels. Sinon, il reste sur le texte, bête et méchant, et il n'y a pas de dimension d'interprétation aussi du texte. Oui, je reviens donc sur les deux questions qui concernent les entreprises qui viennent du chat. Quelle était l'entreprise mandataire? Les entreprises d'insertion étaient-elles sous-traitantes? Et il y a une question par rapport à si vous pourriez préciser la question du lot zéro et notamment l'aspect assurantiel. Est-ce que les entreprises spécialisées, quid si le matériau est déjà déposé? Il y a plein de questions. Si Alors, vous avez des retours par donc, rapport à ça. le mandataire, après, c'était quoi, pardon? L'entreprise mandataire, les entreprises d'insertion étaient-elles sous-traitantes? Ouais. Et puis, voilà. La question du lot zéro. Le lot zéro, j'y ai répondu, je crois. Ouais, et est-ce que ouais, et c'est les entreprises si les entreprises sont spécialisées. Est-ce que les entreprises sont spécialisées sur le réemploi? Ouais.
Alors, dans les jeux d'acteurs qu'on avait, que je vous montrais tout à l'heure, pour répondre à cette dernière question, c'est plutôt des fournisseurs de matériaux qu'on a, donc artisans du territoire, qui étaient eux, dans des démarches entamées, et il y en a sur tous les territoires, sur le réemploi de matériaux. Je vous montrais tout à l'heure l'atelier rare. Ils ont développé ce champ-là de la récupération de fenêtres qui sont déposées massivement lors de rénovation thermique de bailleurs, donc un flux un peu constant. Et donc ce savoir-faire autour d'une source un peu hétérogène, puisqu'on a différentes essences et différentes dimensions, et des produits. En fait, on avait fait des jardinières avec eux, on a fait des parquets, des plattelages, voilà, différents produits autour d'un matériau qu'on soit ensemble. Et qui ils font un travail de recherche et de design important au sein de leur, et donc ça, des acteurs comme ça, il y en a de plus en plus qui sont dans des démarches. Mais ils y viennent tous comme on y vient tous, hein, puisqu'on est tous en train de changer. Général Métail, vous voyez, le charpentier tout à l'heure, métallique, ben lui, c'est parce qu'un jour, on a récupéré un garde-corps sur un chantier, on lui a dit, tiens, vas-y, tu vas le mettre en œuvre. Et ben, du coup, il a eu un déclic. Et là, en plus, ça lui a bien donné raison parce que avec la pénurie sur le métal, je vous dis pas, il est content de son virage. Et, et voilà. Donc, ça se fait comme ça sur des opportunités de chantier. Il y en a beaucoup qui viennent. Après, il n'y a pas de nécessité que l'entreprise soit spécialisée. L'électricien, il n'avait rien à voir avec toutes ces problématiques qu'on se pose tous. Et il a joué le jeu à fond. Il nous a fait un rapport ACV impeccable et il a récupéré un maximum de choses in situ, ailleurs, tout ce qui était réglementaire. En même temps, il était très cadré. Enfin, c'était. Voilà. Donc, les plombiers, pas besoin du tout qu'ils soient spécialisés parce que, voilà, ils savent en fait, etc. Euh, donc, de ce côté-là. Après, il peut y avoir une réticence et j'ai envie de dire une espèce de flemme d'aller de certains entrepreneurs parce qu'ils ont dit, ah, c'est compliqué, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer cette culture autour ce concernement. Il faut qu'ils aient envie d'arriver au résultat. Il faut un peu impliquer ces entreprises dans voilà, leur dire qu'ils pourront communiquer dessus. C'est des outils aussi qui marchent hein, pour des boîtes un peu plus grosses. Voilà. Mandataire. Donc, nous étions mandataires dans la partie études et puis ensuite, on a passé le mandat au milieu pendant le chantier aux maçons. Et ensuite, les insertions, l'insertion, non, elles étaient co-traitantes. Elles avaient des lots en propre. Voilà. Merci beaucoup. Encore, si on peut encore prendre quelques questions, ça vous convient? Oui, oui, tout à fait. Ouais, très bien. Une question par rapport au rayon de matériaux de réemploi. Est-ce qu'il a été identifié comme objectif dès le début? Est-ce qu'il a évolué? Et, euh, et quels sont les matériaux qui étaient les plus faciles à trouver ou les plus disponibles dans ce rayon-là? Alors, le rayon, non, en fait, c'est a posteriori les 30 kilomètres. On s'est quand même donné comme règle d'aller pas loin. Mais il se trouve qu'il y avait la matière dans un rayon court. On ne se serait pas interdit d'aller chercher des poutres à Toulouse, par exemple en métal. Mais c'est très dépendant du matériau. Et ça, c'est vraiment dans la stratégie qu'on met en place. Parce que le métal, il a un tel impact à sa fabrication, un tel impact carbone, qu'on peut faire 3 fois le tour de la Terre avec et revenir au canot et on était encore bon. Mais par rapport à du neuf. Mais il se trouve qu'on en a trouvé à proximité. Donc ça a été aussi un travail de la maîtrise d'ouvrage pour mobiliser des partenaires en disant, est-ce que vous avez des chantiers? On les a cherchés un peu longtemps, ces poutres, hein. C'est celles qui ont été le plus compliquées à sourcer. Ça se met en place là aussi. Il y a des plateformes, il y a des plateformes numériques qui se mettent en place. Et ça va bientôt être disponible de manière beaucoup plus simple, hein. Là, et tout ça va aller très vite, hein. Faut se rassurer sur ces questions. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question, beaucoup de gens qui s'attellent à rendre plus simple la démarche. Euh,
En ce qui concerne les plus simples, je redis le bois, hein, vous voyez, et notamment ces gisements fenêtres. Après, il y a un savoir-faire sur la fenêtre, par exemple, sur son démantèlement, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de territoires qui travaillent. Par chez vous, justement, il y a Origami là, qui monte une filière autour du démantèlement de fenêtres et qui va mettre à disposition donc, les éléments démantelés qui pourront être facilement transformés par n'importe quel menuisier. Donc ça, ces choses-là, ils ont un partenariat avec Saint-Gobain pour la récupération du verre. Donc voilà, il y a des belles synergies qui se mettent en place aussi autour de ça. Et puis des panneaux, des portes, voilà. Aller sur des gisements où il y a des bailleurs. Alors de plus en plus, ils mettent sur des plateformes en revente. Il y a des diagnostics ressources qui sont transmis pour mettre à disposition les matériaux et les donner à voir et à choisir comme un catalogue. Et c'est vrai qu'on trouve pas mal de bois, on trouve pas mal d'équipements, alors beaucoup de sanitaires, les sanitaires, radiateurs, tout ça, ça c'est sans crainte et enfin avec voilà le processus qui va bien pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et qu'ils vont rendre leurs offices, mais franchement ça se fait très bien. Et voilà. C'était la question, c'était la simplicité, le périmètre. Le périmètre, voilà. Ben, ça arrive assez vite en fait quand vous, voilà. Mais encore une fois, un matériau lourdement carboné, du coup, ça vaut le coup d'aller chercher un peu plus loin quand même. Et La pour question continuer dans régionale ouais, juste la question régionale est une question relative. Je oui. dirais pas, moi je donnerais pas un périmètre comme ça. Bon, ça peut être le jeu, hein, ça peut être un jeu qu'on se donne, mais je me contraindrais pas avec ça. Et du coup, une question par rapport au budget, mais aussi par rapport au timing, comment ça a été impacté vu la démarche assez complexe du réemploi, mais aussi parce que vous avez quand même attaqué plusieurs côtés en même temps. Donc, comment ça a été impacté par rapport à une opération classique? Je parle du timing et du budget aussi. Mm. Bah, vous avez vu, on est à. Alors, j'ai plus le. Attendez, que je vous dise pas de bêtises pour avoir le chiffre exact. Mais bon, en gros, on est supérieur à une opération classique parce on est sur 850 mètres carrés, on est à 1,3 million, mais c'est études et travaux. Donc, tous les travaux donc tout le sourcing, les études, tout ça. Donc finalement, un bilan qui est quand même pas non plus. Et il y a 150 mètres carrés de terrasse où il y a beaucoup d'ouvrages en plus. Alors on n'est pas intervenu. Ce qui n'est pas évident, nous, dans le bilan, c'est qu'on n'est pas intervenu. Par exemple, au second niveau, on a fait peu d'interventions. Donc c'est compliqué de donner un coût mètre carré. Mais en gros, euh, le bilan est positif, surtout qu'en fait, il y avait de la ventilation naturelle. Il y avait aussi, c'est pas qu'un sujet réemploi, l'approche était globale et donc des ouvrages euh, voilà, mis en œuvre sur mesure, etc. aussi, qui faisaient que il y avait un surcoût qui était lié à ça un petit peu. Voilà. Mais en gros, on n'est pas sur une opération qui s'envole dans les prix. En ce qui concerne le calendrier, alors, c'est une opération qui a été menée pendant le Covid. Donc là aussi, c'est un peu pas simple de faire. On a eu des vagues d'entreprises qui disparaissaient du jour au lendemain, comme tout le monde. Et puis, alors il y a un matériau qu'on a attendu très longtemps, c'est les poutres pour une histoire. Le diable se cache dans les détails parce qu'en fait, le locataire du hangar dans lequel on récupérait ne quittait pas les lieux. C'était un concessionnaire. Tout était, voilà, donc on ne sait pas où va se cacher le frein. Et là, on l'aurait pas mis là, on n'y a pas pensé. Enfin, en tout cas, voilà, dans la chaîne. Pourtant, tout était monté, tout était prévu, etc. Voilà. Donc ça a pris quand même 4 mois. Donc la maîtrise d'ouvrage, on a failli acheter du neuf et la ville de Paris a décidé d'attendre parce qu'on était sur un sujet expérimental, parce que les occupants étaient partie prenante aussi de la démarche, parce que tout ça, un contexte. Donc on a attendu, ce qui a retardé le chantier pierre qui venait dessus. Donc voilà. Le chantier pierre, c'était un chantier un peu au long cours. Ceci dit, il a été conduit tout le temps sans interférence.
avec les autres. Donc ça a été aussi une présence constante, parce que c'est un petit peu long comme ouvrage, effectivement, puisque c'est tout manuel, etc. Euh, mais finalement, il n'y a pas eu d'impact calendaire avec cet ouvrage-là, puisqu'il a été conduit tout le temps l'opération. Pendant que tout le reste se faisait, cet ouvrage continuait. Très bien, ça a quand même permis à plusieurs entreprises de vivre. On voit qu'il y a eu différents acteurs et c'était une période compliquée, donc c'est aussi, c'est aussi un apport positif qu'on Oui, on a fait a l'habitude de voir. le tour des entreprises. Le bilan financier est bon pour toutes. Donc, personne s'est complètement enrichi, je vous avoue. Mais Mais si, par l'expérience. voilà, humainement. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une convivialité exceptionnelle sur le chantier aussi, parce que le fait de travailler la matière, de la revaloriser comme ça, voilà, Ouais. ça amène aussi des qualités relationnelles exceptionnelles. Et peut-être une dernière ou une avant-dernière question. On a vu pas mal de belles transformations et de réinventions de matériaux, les tapisseries, textiles, les bois au sol et autres. Comment vous avez géré les, euh, les problématiques feu, acoustique par rapport à ça? Alors, sur les questions de feu, très rigoureusement, en fait, on s'est beaucoup inspiré sur les textiles, par exemple, de la pratique des gens du théâtre qui traitent beaucoup pour des ERP, finalement, des textiles. Et donc, par trempage, assez simple, on obtient des PV. Donc, c'est une opération, vous trempez vos textiles. Donc, c'est à l'entreprise, ça peut être mis dans le cahier des charges. Et puis, ils peuvent être remis en œuvre et du coup obtenir un PV, ce que vous feriez avec du textile neuf. Et donc ça varie selon le type de coton, textile synthétique, etc. Mais vous avez des produits et des PV adaptés, si je prends cet exemple-là. Après, la question de feu, bien, je vous parlais tout à l'heure du soubassement en bois, c'est une certaine épaisseur. Donc là, on se réfère par exemple, pour toutes les problématiques qui viennent souvent en éco-construction autour de l'AM8, qui est un arrêté auquel on se réfère beaucoup, puisqu'il légifère en fait la question des matériaux, des isolants combustibles, qui est le cas de l'ensemble des biosourcés. Et donc, dans ce cadre-là, la paroi que vous venez mettre entre le biosourcé et votre pièce qui reçoit du public, euh, doit être coupe-feu et doit avoir certaines propriétés. Et c'est défini dans cet article-là par la catégorie de matériaux. Donc en bois, vous devez avoir une certaine densité, une certaine épaisseur. Et voilà. Donc on s'est vraiment inscrit. À part l'essai au feu qu'on a fait pour le Latibois, parce qu'on sortait du cadre, il n'y a aucune sortie de cadre sur le projet. En fait, on est que on est avec des revêtements, des vernis M1 sur certains bois pour donner la bonne réaction au feu cette fois. Et voilà, en fait, au cas par cas, et les solutions avec des enduits, des vernis, des peintures, on trouve beaucoup de solutions qui permettent de dépasser les questions. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, une question plus générale, ça représente quel pourcentage de réemploi et aussi la balance entre réemploi sur place et d'ailleurs? Alors, je vous invite à aller sur le site de la passerelle. Figurez-vous que je me souviens plus du nom. Euh, ouais, je peux le partager sur le chat en fait. Ouais, On l'a ici, je peux repartager. donc c'est le site parce que la ville de Paris, sur cette opération, s'est donné des moyens de communication, de transmission importants. Donc il y a un site qui s'appelle la passerelle écologique et dans lequel chaque étape a été filmée. Donc si vous avez une petite seconde, je peux vous montrer justement une image du chantier, si c'est encore temps, je ne sais pas. Je pense qu'on peut continuer. Il y a encore C'est pas mal de quelques minutes, hein, participants, c'est donc pas. ouais, Ouais, on peut encore prendre 5 minutes. voilà.
Donc ici, je ne sais pas si vous avez le son. Non, on voit le partage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Bon, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, donc bon, c'était un film de la ville de Paris, comme vous avez pu voir, qui présentait donc la démarche. Et c'est vrai qu'il y a une implication vraiment importante donc de la maîtrise d'ouvrage sur cette opération, une disponibilité des agents aussi pour le faire advenir. Et donc sur ce site, bah, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, il y a des thématiques qui ont été développées. Pardon, qui ont été développés, et puis des chiffres qui sont donnés en détail sur les objectifs, et puis différents, pardon, hop.
donc les différents acteurs qui sont présentés. Et puis des petits films aussi qui ont été faits sur les différentes thématiques et les ateliers, parce qu'il y a eu toutes les visites, toutes les extractions ont été filmées. Enfin, du coup, c'est une couverture assez complète de la démarche. Voilà. Donc c'est en cours d'alimentation, il faut revenir dans quelques temps, mais voilà. Vous trouverez des articles aussi sur les différents aspects si vous voulez approfondir le sujet. Et c'est vrai aussi, c'était dit dans la vidéo, que la Maison des Canaux, si vous passez à Paris, organise régulièrement des visites du site commentées. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était vraiment inspirant, ça donne envie de faire, de continuer à faire. Nous allons partager la présentation, les ressources qu'on a sur le réemploi. Vous allez recevoir un mail prochainement quand le replay sera mis en ligne. Et n'hésitez pas à participer aux prochains événements. Merci beaucoup à Madame Simé pour Merci. ce partage, pour ce retour d'expérience et j'espère à d'autres manifestations. On vous accueillera avec plaisir pour voir d'autres opérations Avec locales ou plaisir. d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bonne journée Et à merci tous. à tous les participants. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.